nous allons conclure ce petit programme sur l'histoire de la médecine. Bon, je pense qu'il est toujours important de savoir quand on est médecin d'où on vient, quels ont été les prédécesseurs, de bien connaître toute l'histoire. Pourquoi? Mais parce qu'on n'invente jamais rien et qu'on ne fait que remettre au goût du jour des idées plus ou moins anciennes. Donc, voir aujourd'hui des médecins qui se déchirent en disant que l'homéopathie c'est n'importe quoi, je pense qu'ils ont quand même la mémoire un peu courte et qu'au XIXe siècle c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on avait les homéopathes qui étaient considérés comme les médecins sérieux et les allopathes qui étaient considérés comme des charlatans. Donc vouloir inverser la situation n'est pas forcément intelligent. L'idée c'est peut-être de travailler ensemble plutôt que de se tirer de se mettre des bâtons dans les pattes. Alors, comme je l'ai dit, on va conclure. Donc voilà, vous avez ici à l'écran le fer de lance de cette médecine scientifique, c'est l'idée de cellule. Alors si vous réfléchissez un petit peu, la cellule, ça évoque un univers carcéral. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est un petit peu violent comme vue. Et surtout, ça participe de ce qu'on appelle une société de réductionnisme. C'est-à-dire qu'on va prétendre, en regardant cet objet qui fait quelques microns, que si on comprend ça, on comprendra tout le corps humain, qui lui fait plusieurs mètres. Donc on voit qu'il y a quand même un paradigme qui n'est pas forcément évident, et pourtant c'est le paradigme qu'on a aujourd'hui. Dès qu'on a un problème médical, on cherche ce qui ne va pas dans la cellule. On ne cherche pas ce qui ne va pas dans le corps, ou dans le malade. On cherche tout de suite dans la cellule, et on ne cherche pas forcément dans la cellule, mais on va chercher par exemple ce qui se passe dans une partie très particulière de la cellule, qui est le noyau. Et en fait, il faut savoir que toute cette vision est en accord parfait avec ce qu'on appelle la vision d'une société. C'est-à-dire que la membrane joue le rôle d'une fortification, pour ça qu'on parle de cellules. Il y a des commerces où on échange des denrées, c'est le réticulum endoplasmique. On apprend ce qu'il faut faire, quelles protéines fabriquer dans le noyau. Il y a des autoroutes, c'est le cytosol. Il y a des endroits où on fabrique, où on répare, c'est les ribosomes. Il y a des agents de police qui font la circulation de tout ce qui se passe dans cette cellule en miniature, c'est l'appareil de Golgi. Il y a des déchetteries pour recycler les déchets. Et puis il y a des banquiers, c'est la mitochondrie qui génère donc l'ATP, qui est une substance sans laquelle une cellule ne pourrait pas vivre. Donc on peut calquer sur cette idée de cellule exactement l'idée d'une société capitaliste, ce qui est très bien utilisé par une devise de John Davison Rockefeller, qui est le père en fait de cette chimie cellulaire. Je ne veux pas d'une société de penseurs, je veux une société de travailleurs. Voilà, tout est dit. C'est vrai que l'homéopathie, ça fait plus appel à la notion de pensée qu'à la notion de travail, et c'est donc cette vision qui va s'imposer. Alors aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Tout ce que j'ai raconté là, ça date d'il y a à peu près plus de 100 ans. Donc on a pu voir tout le développement de cette médecine scientifique, on peut l'appeler aussi la médecine moléculaire, et le déclin tout au long du XXe siècle de l'homéopathie, qui est devenue une médecine d'abord optionnelle, c'est-à-dire oui, pourquoi pas, si vous avez envie de vous soigner, ça ne peut pas faire de mal, et puis surtout, qui depuis quelques années devient une médecine, enfin ce qu'on a appelé une pseudo-science. C'est-à-dire qu'on critique l'homéopathie, une médecine qui a permis de vaincre les grandes épidémies de choléra en Europe au XIXe siècle. On prétend que c'est du charlatanisme. On oublie tout le bienfait qu'a pu amener l'homéopathie lorsqu'on a eu affaire à des maladies qu'on ne savait pas guérir à l'époque. Alors, l'idée, c'est peut-être essayer de réconcilier les deux. Je vais prendre le cas de la médecine moléculaire et de l'homéopathie, parce qu'il est emblématique. On verra toujours des images où le médecin moléculaire s'oppose à l'homéopathe. Au XIXe siècle, c'est l'homéopathe qui gagne avec ses petites pilules. Au XXe siècle, c'est le médecin moléculaire qui gagne avec ses pilules chimiques. Mais il y a toujours cette notion de combat. Ce qu'on peut dire de la médecine moléculaire, c'est-à-dire celle qu'on pratique aujourd'hui dans les cabinets médicaux et dans les hôpitaux, c'est à oublier un principe de causalité. C'est-à-dire qu'il y a dans le corps humain des agents qui sont causals, qui sont à l'œuvre, qui vont avoir des effets.
Donc l'idée, c'est pour maîtriser les effets, il faut connaître les causes. On va chercher les causes, et si on connaît les causes, on pourra maîtriser les effets. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un paradigme de mécaniciste, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes qu'il faut élucider. Toute pathologie a un mécanisme, et que si on comprend le mécanisme de la pathologie, on comprendra la pathologie, donc on saura la soigner au mieux. Et surtout, on est dans ce qu'on appelle la logique des objets, c'est-à-dire que tout est matérialiste, on agit sur les objets et non pas sur des choses plus subtiles que les objets, qui peuvent être par exemple le vide qui est entre ces objets, parce qu'on sait que la matière est vide, donc agir sur les objets, ça veut dire aussi agir sur le vide, mais on ne considère pas cette logique-là. Et aussi, ça veut dire qu'on est sur un niveau très binaire, de logique, c'est-à-dire un objet est là ou il n'est pas là, mais il est hors de question d'avoir un objet qui est à la fois là et pas là. Donc on est sur une logique binaire qui va très bien avec toute l'informatisation de la société qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est un paradigme médical qui aujourd'hui est prépondérant, je dirais même étouffant, puisque certains prétendent que tout doit passer par cette maladie. Comme on l'a vu au XIXe siècle, on a une médecine qui, elle, a eu beaucoup de succès, qui est l'homéopathie. Alors comme l'homéopathie n'agit pas sur des objets, mais sur des choses beaucoup plus subtiles, on va invoquer une autre chose qui est subtile pour expliquer les succès, parce que c'est vrai qu'il y a des succès en homéopathie, on ne peut pas les nier. On va dire c'est l'effet placebo, c'est-à-dire on va dire c'est psychologique, en fait. C'est dans la tête des gens, les gens se persuadent qu'ils vont guérir, donc du coup, ils guérissent parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont le faire. Et à ce moment-là, peu importe ce qu'on absorbe, ça s'appelle un placebo, vous absorbez n'importe quoi et puis vous guérissez, simplement parce que psychologiquement, vous êtes en état de vous mettre en guérison. Donc ça, c'est la vision évidemment caricaturale, réductionniste, de ceux qui prônent la logique des objets et le principe de causalité. En fait, si on analyse sérieusement l'homéopathie à la lumière des connaissances actuelles, on voit que l'homéopathie obéit non pas à un principe de causalité, mais à un principe de synchronicité. C'est-à-dire que dans la loi de similitude, on va soigner en cherchant une synchronicité. Synchronicité entre les symptômes de la maladie et synchronicité avec d'autres symptômes qui sont très similaires, mais qui ne sont pas provoqués par une maladie, mais par un agent chimique extérieur, artificiel. Et donc il y a cette idée qu'il y a une synchronicité, une résonance, évidemment, et que pour que cette résonance puisse faire, ça, la physique nous le dit très clairement, la résonance ne peut avoir des effets que si on est à la même fréquence, c'est-à-dire si on partage des choses semblables. On ne peut pas avoir de résonance entre des choses qui sont dissemblables. Donc on voit qu'on peut très bien, au lieu de ridiculiser le principe de similitude, le mettre en fait dans le cadre d'un principe de résonance, de synchronicité. Et l'avantage quand vous le mettez dans un principe de résonance ou de synchronicité, c'est que vous avez à votre disposition le langage des ondes. Il y a deux ondes qui ont la même fréquence peuvent résonner, elles sont semblables. Et donc, la théorie des semblables n'est pas une pseudo-science, mais bien quelque chose qui peut avoir une réalité dans le monde ondulatoire et non pas dans le monde matérialiste. La deuxième chose qu'on peut dire sur l'homéopathie, c'est qu'elle obéit à un paradigme de l'information. C'est-à-dire que, bien sûr, elle n'amène pas de matière, mais elle amène une information. C'est-à-dire que dans le remède, il y a quelque chose qui est une information, qui est mémorisée dans le remède. Cette information, comme on le sait, la notion d'information est indépendante du support matériel. Vous pouvez mettre une information sur un disque dur ou sur une clé USB. C'est la même information. De la même façon, on peut mettre l'information dans une molécule ou dans un granule de sucre. Théoriquement, il n'y a aucun problème avec ça. Ce qui fait aussi la différence, c'est que cette information doit être dotée de sens. C'est-à-dire qu'il va falloir donner un sens à cette information, d'où la dilution et la succution. En fait, quand vous diluez et succussez en remède homéopathique, c'est pas simplement amener une information, c'est aussi amener une information et lui donner du sens pour l'organisme que vous allez soigner. Et ça, on le fait par la dilution et la succution. Et puis, il faut comprendre que l'homéopathie obéit à la logique systémique, c'est-à-dire que c'est une logique où ce n'est pas les objets qui comptent, mais les interactions qu'ont ces objets entre eux. On s'adresse aux interactions entre les objets. Les objets eux-mêmes n'ont que peu d'intérêt, c'est-à-dire c'est un système qui utilise plutôt de la logique analogique que de la logique binaire. Voilà, donc
On voit qu'on peut très bien réconcilier ces deux médecines, l'une n'exclut pas l'autre, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a clairement des pathologies qui pourront être soignées au niveau objet. Par exemple, si vous avez une hernie ou si vous cassez une jambe, on ne va pas vous soigner ça avec des pilules de sucre. On va soigner ça au niveau objet, on va faire une action physique pour résoudre le problème. Mais il y a aussi des problèmes de santé qui obéissent à des logiques systémiques. C'est-à-dire, ce n'est pas un organe qui est malade, c'est cet organe mis dans tout le contexte du corps. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est une logique de système, ce n'est pas une logique d'objet. Auquel cas, il va falloir utiliser non pas des médecines basées sur les objets, mais des médecines basées sur les interactions que peuvent avoir ces objets les uns avec les autres. Voilà au niveau de, si vous voulez en savoir plus sur ces deux grandes médecines que sont la médecine scientifique et l'homéopathie. Donc vous pouvez aller lire certains ouvrages qui sont vraiment très bien. Bon, il faut absolument avoir lu La logique de la communication, puisque l'homéopathie est une logique de communication et non pas une logique d'objet. Donc ça, c'est l'ouvrage de Václavic, qui est crucial pour comprendre toute cette logique systémique. Si vous voulez comprendre tous les liens qu'il y a entre l'homéopathie et la psychanalyse, c'est le livre d'Agnès Lagache, Les échos du sensible. Et pour les notions d'information, vous avez un livret que j'ai publié aux éditions Naturocantes qui vous permet de voir comment on peut utiliser de l'information dans un cadre moderne et que cette information est amenée par le remède homéopathique. Voilà, donc on peut dire en conclusion que la médecine scientifique obéit à la logique des objets. Elle utilise la négation, d'un plan logique, qui est source d'attraction, et elle traite une information digitale qui est dépourvue de sens par la chimie. Par contre, l'homéopathie obéit à une logique systémique. On ne travaille pas, il n'y a pas de négation en homéopathie, tout symptôme dit quelque chose, on ne peut pas nier un symptôme. Et on s'adresse à des archétypes ou à des informations analogiques qui sont porteuses de sens.